Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories. Au programme ce samedi, gros plan sur l'entreprise Sisley avec son président Philippe Dornano, avec qui nous évoquerons également la situation des ETI en France en pleine crise économique et sanitaire. Cette crise justement est-elle une opportunité pour le tourisme durable? Oui, répondent les fondateurs de la plateforme Feelingo. Et puis le durable, un marché dont s'est emparée la marque Respire. Justine Hutto, sa fondatrice, reviendra sur le sujet dans sa chronique dans quelques instants. Smart Stories, c'est parti. Et on est dans cette séquence Smart Leader. Bonjour Philippe Dornano, vous Bonjour. êtes le PDG de Sisley. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous dirigez cette entreprise familiale depuis 2013, mais c'est une entreprise dans laquelle vous êtes entré quand vous aviez 22 ans. Il y a donc un peu plus de 30 ans, c'est ça 34 ans dans la même entreprise. Comment est-ce qu'on le vit ? Nous, on l'a vécu comme une aventure parce que c'est une entreprise qui a été créée par mes parents dans un domaine dans lequel ma famille travaille depuis 3 générations, qui est la cosmétique, les parfums, les maquillages, les produits de beauté. Et donc moi, je suis rentré un peu pour des circonstances tristes parce que j'ai perdu mon frère cadet qui travaillait dans l'entreprise et j'ai voulu rester à ce moment-là avec mes parents et travailler avec eux. Mais je l'ai vraiment vécu comme une aventure. C'est un peu comme jouer... je sais pas, si on prend un exemple sportif, la Champions League avec ses parents, c'est-à-dire l'entreprise avait 100 salariés, elle était surtout présente en France, et puis en plus de 30 ans, on l'a construite, on a créé des très beaux produits, on l'a développée à l'international, et on en a fait une grande ETI. 34 ans dans cette entreprise, quels ont été les moments cruciaux selon vous, et est-ce que Sisley vit une période charnière aujourd'hui avec la crise du Covid ? Non, je ne pense pas que... Mais on en reparlera peut-être de la crise du Covid, mais on est des entreprises de long terme. Donc nous, on se construit dans le temps. Et une marque se construit dans le temps, plutôt comme une maison, brique par brique. On lance un produit, s'il est réussi, ça construit la réputation. Et chaque bon produit va apporter un peu à l'image qu'a la marque dans le monde entier. Et si vous faites un produit moins bien, ça va par contre assez vite abîmer cette image. Donc on est très prudent dans nos lancements, on prend notre temps. On est une entreprise familiale, donc on a la possibilité de construire la marque dans le temps. Et les moments cruciaux, ça a été les développements progressifs à l'exportation et éventuellement des lancements de produits emblématiques. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout une période cruciale. Vous n'êtes pas du tout touché, foudroyé par la crise. Ces crises, pour nous, c'est plutôt... Alors ça dépend des secteurs. Et il y a des secteurs aujourd'hui qui sont très touchés par la crise. Mais les crises, on en a connu. Malheureusement, je pense qu'on en connaîtra d'autres. Quand vous êtes une entreprise de long terme, en tout cas, vous abordez le sujet dans une perspective de temps long. C'est très utile d'ailleurs pour l'économie parce que vous pouvez être même en mesure d'investir en période de crise, pour autant que votre modèle économique soit pas trop endommagé. Nous, la cosmétique, c'est mondial, on vend dans le monde entier. Certains pays se sont arrêtés, d'autres ont continué, d'autres ont repris. Alors, on a bien sûr un impact économique fort, mais pour vous donner un exemple... De quelle ampleur va-t-il être en 2020, Philippe Dornano ? Pour nous, j'espère qu'il sera faible. C'est-à-dire qu'on petit à petit, on remonte. On a une entreprise qui restait très unie dans la crise et on remonte. Donc en termes de baisse de chiffre d'affaires, ça représente... J'espère qu'il sera il sera probablement, si on ne reconfine pas, autour de 5% de baisse de chiffre d'affaires. Et si on reconfine, bien sûr, l'impact sera plus grand. Moi, j'espère même faire mieux, bien sûr. Comme toujours, on espère encore aller plus loin. Par contre, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. La moyenne des ETI, on fait des études régulières sur les entreprises de taille intermédiaire. En ce moment, là, aujourd'hui, la prévision des chefs d'entreprise, c'est 10% de baisse moyenne. Mais ça recouvre des réalités très différentes. Certaines entreprises baissent beaucoup et d'autres, au contraire, sont en croissance. Et vous en parlez particulièrement bien, puisque je n'ai pas précisé, mais vous êtes donc le coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Je reviens à la crise du Covid. Comment est-ce que vous l'avez vécue ? Est-ce que cette crise, elle a fait infléchir votre stratégie dans un sens ou dans un autre ? Elle a surtout été un impact terrible, puisque nous vendons principalement à travers des parfumeries, des grands magasins, et avec un contact direct, réel, humain. Avec on a des équipes importantes de vente, des démonstratrices qui conseillent nos produits et qui les expliquent. Bien évidemment, tout ça s'est arrêté. Les magasins, en tout cas en Europe de l'Ouest, ont été entièrement fermés pendant une période de temps assez longue.
Donc ça veut dire qu'on a pris un impact important de cette crise et qu'il a fallu le gérer. On a continué à vendre dans certains pays parce que l'Asie est repartie très vite ou n'a pas confiné. Donc là, par exemple, en Chine, vous vendez mieux qu'avant, oui. Parce qu'il y a En Chine, on réalise une croissance assez frénétique depuis la sortie du confinement là-bas. En Chine, on fait les chiffres qu'on prévoyait de faire avant le Covid. Donc, comme si... Donc c'est stable. Donc il n'y a pas d'engouement particulier. Donc c'est en forte croissance. Oui. C'est stable par rapport à vos prévisions. Et c'est stable par rapport à nos prévisions. Par contre, il n'y a plus de touristes chinois. Il y a une partie des Chinois achetés aussi dans les lieux touristiques, ils ne le font plus. Donc malgré tout, même la Chine a eu un impact économique qui reste important. Et dans les pays asiatiques, certains n'ont pas confiné. Donc ils ont subi un peu moins d'impact, c'est-à-dire les magasins sont restés ouverts. Dans l'ensemble, le secteur cosmétique a quand même été assez durement touché et secoué dans son modèle économique qui est de vendre dans des magasins et de conseiller. Du coup, est-ce que vous allez modifier votre façon de vendre, justement? Est-ce qu'il y a d'autres canaux de distribution que vous allez davantage exploiter désormais? Alors, bien évidemment, on a développé le canal digital. Il est pour nos produits un peu plus limité puisque... On vend un produit qui se touche ou qui se sent, donc on ne peut pas sentir un parfum sur Internet, en tout cas pas dans l'état actuel des technologies. Donc on a développé ces outils pour rester en contact avec nos clients. Et bien sûr, ça a beaucoup augmenté. Mais moi, j'ai envie de dire que le premier enseignement que je tire de cette crise, c'est que dès qu'elle s'arrêtera, j'espère qu'on reviendra au contact humain, parce qu'il est essentiel. La distanciation sociale, c'est un horrible mot. Je ne voudrais plus pouvoir avoir à l'employer. Le contact, quand on connaît ce métier, qui est un métier très attachant, ce lien humain entre une conseillère de vente, une consommatrice, les soins qui sont pratiqués. On a des maisons Sisley, par exemple, qui pratiquent des soins. Toute cette relation humaine très précieuse et que moi j'ai connue, parce que quand je suis rentré chez Sisley, j'étais représentant, donc je tournais dans les parfumeries et les grands magasins un peu partout, d'abord en Europe et puis ensuite dans le monde. Ce lien-là, on aimerait qu'il revienne. Et il faut le défendre. Je voudrais qu'on s'intéresse à la concurrence, Philippe Dornano. Il fut un temps où des marques de luxe comme la vôtre faisaient un peu la pluie et le beau temps sur le marché des cosmétiques. Et puis, depuis une quinzaine d'années, fleurissent des marques plus digitales, des marques qui sont même 100% digitales. On les appelle les DNVB. Est-ce qu'elles pourraient faire vaciller votre leadership? Moi, je crois que ce qui vous remet toujours en cause en termes de concurrence, c'est la qualité des produits. Donc la question est très simple. Est-ce que quelqu'un peut faire un très bon produit? La réponse est oui, bien sûr. Il peut y avoir. Par contre, la cosmétique... Donc elles sont plus agiles et elles font de très bons produits. Oui, mais la cosmétique, c'est un métier, c'est industriel. Ça demande un savoir-faire, ça demande une expérience, puisque au fond, la recherche cosmétique, c'est une maîtrise, une très très bonne connaissance du mode de fonctionnement de la peau. Et ensuite, des actifs, les nôtres sont naturels, qui vont être efficaces sur ces process, sur ce fonctionnement de la peau. Et ça, c'est un métier, ça s'acquiert, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'expérience, ça demande des contacts, ça demande de savoir où sont les bonnes recherches dans les bonnes universités, dans le monde entier. Donc ces start-up-là ne sont pas à la hauteur sur ce point-là? Si, parce que vous pouvez avoir des gens qui ont beaucoup de talent, parce qu'elles sont agiles, à faire un bon produit. Oui, tout le monde peut faire, enfin pas tout le monde, mais des gens de talent peuvent arriver à faire un bon produit. Donc il y a toujours eu de la concurrence. Elles peuvent venir de grands groupes, mais on sait que des structures agiles peuvent être très créatives, parce que parfois elles ont des libertés. C'est le premier point. Ce qui rend plus facile, par contre, la création de marques, c'est que la barrière d'entrée de la distribution c'est un peu ouverte avec la création de produits digitaux. La seule réserve à ça, c'est que nous restons avec un produit qu'il faut toucher, sur lequel c'est bien d'avoir un conseil. Et donc le tout digital est peut-être un tout petit peu plus difficile dans nos métiers, même si certaines marques le développent. L'innovation sur un marché de plus en plus concurrentiel, c'est évidemment devenu le nerf de la guerre. Quelle est la position de Sisley aujourd'hui sur ce point-là? Et est-ce que vous investissez beaucoup sur la recherche, sur la beauté connectée également? Alors, effectivement, l'innovation, c'est le nerf de la guerre. Vous ne réussissez dans le long terme que si vous faites des produits qui sont extrêmement performants. Est-ce beaucoup plus le cas aujourd'hui en 2020 que ça l'a été quand vous êtes entré dans le groupe? Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Nous, ce qu'on a amené comme innovation, là où mon père a été très pionnier, c'est qu'il a eu l'intuition, il avait une autre marque de cosmétiques qu'il a vendue, qu'il avait avec son frère et son père. C'était l'une des plus puissantes marques de cosmétiques à l'époque. Il est reparti dans une start-up, en lançant une start-up. Il a eu l'intuition que sans doute les actifs qui seraient les plus intéressants en termes cosmétiques seraient des actifs extraits de la chimie des plantes.
Et donc, quand il a vu arriver ces actifs à la fin des années 60, il s'est dit, ça, c'est une révolution. Ça, il n'y avait pas d'écologie là-dedans, hein, c'était une idée d'efficacité. Il a dit, ces actifs-là, ça va bouleverser le monde de la cosmétique, on va faire des progrès énormes, et il s'est spécialisé. Il a dit, si je recrée une marque, elle va se spécialiser dans ses actifs, je vais me concentrer sur ce sujet, je vais recruter les équipes de recherche qui vont maîtriser ce sujet à fond, et je vais faire des produits qui vont utiliser ce potentiel. Donc il y avait l'idée était vraiment innovation, efficacité. Ça a pris une très bonne image, l'écologie se développant, ça a pris une très bonne image aussi, mais l'idée était vraiment de faire un produit efficace. Et la deuxième ligne, vous parliez de luxe, nous on n'avait pas du tout une idée du luxe, on a une idée de faire des bons produits. Mais quand il a regardé le prix des actifs et les concentrations nécessaires pour avoir les résultats qu'il voulait, c'était quelqu'un de très indépendant et qui voulait être libre, et il s'est dit, si je veux pas tronquer mes formules, il faut que j'ai un produit haut de gamme. Je sais créer une marque haut de gamme, une marque avec un positionnement prix plus élevé. Je vais faire ça et comme ça, j'aurai la liberté de faire les meilleures formules possibles. Ça a été ça son raisonnement de départ. On voit certaines marques émerger qui utilisent beaucoup la data, qui positionnent des capteurs sur la peau pour exploiter l'intelligence artificielle. Quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard? Non, on vient de lancer une nouvelle marque, par exemple, qui s'appelle Air Rituel, qui est spécialisée dans le capillaire haut de gamme, qui est totalement, c'est une marque qu'on a créée il y a 3 ans. Et l'un de nos éléments, c'est justement un outil, un analyseur qui vous permet d'avoir une analyse de votre fibre et de votre cuir chevelu pour pouvoir avoir les... Mais ça, c'est sur les cheveux, donc. Et sur la peau, est-ce que vous en avez? En fait, entre la peau et le cuir chevelu, il n'y a pas tellement de... Les outils d'analyse de la peau, ils ont toujours existé, sous une forme ou sous une autre. La data, est-ce que vous les exploitez aujourd'hui? On les a toujours exploités. On les exploite aujourd'hui, on les a exploités dans le temps. Vous aviez énormément d'outils en institut qui vous permettaient des analyses différentes de la peau. Ce qui a par contre changé, mais avec le danger aussi de la vie privée, du respect de la vie privée, c'est l'exploitation par contre de la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez exploiter des données, éventuellement pour la recherche, mais avec des questions aussi de confidentialité d'information sur lesquelles il faut être respectueux de ses clients. Alors Philippe Dornano, je le disais tout à l'heure, vous avez une autre casquette, celle de coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Les ETI, je vais être très directe, sont-elles les plus ébranlées par la crise selon vous? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est les PME, c'est les petites entreprises qui sont les plus ébranlées par la crise. Nous, on le voit dans notre tissu d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'une ETI, c'est une entreprise qui fait entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est déjà une entreprise qui est plus grande. À 70%, c'est des entreprises familiales, donc elles sont souvent assez prudentes. C'est des entreprises qui n'aiment pas trop s'endetter, et c'est des entreprises qui travaillent dans le long terme, donc elles ont une perspective de construction de long terme. Après, ça dépend des secteurs. Elles sont moins fragiles. Voilà. Nous, l'analyse qu'on a aujourd'hui, la prévision, c'est à peu près une baisse de 10% sur l'année, mais ça recouvre des réalités qui sont très différentes. Si vous êtes dans le tourisme, si vous êtes dans l'aéronautique, il y a certains secteurs qui sont très, très durement touchés, et d'autres, au contraire, sont même florissants dans cette période parce qu'ils vendent des produits qui, dans cette période, éventuellement médicaux ou alimentaires, qui sont nécessaires et donc ils ne sont pas du tout pénalisés par la crise. Par contre, ce qui est intéressant avec les ETI, c'est que c'est sans doute la catégorie, et ça l'a été dans la crise de 2009, qui est susceptible dans ces périodes qui va être difficiles de créer le plus d'emplois et d'être le plus active dans l'investissement. Les ETI dans la période 2009-2015, c'est la seule catégorie qui a créé des emplois. 335 000 emplois nettes. Les PME en ont créé 10 000 et les grandes entreprises en ont plutôt détruit. Pourquoi? Parce qu'elles se positionnent dans le temps et donc elles investissent même en période de crise. Nous, par exemple, notre production est entièrement en France. Notre centre de recherche et de logistique qu'on a construit, qui était un investissement de 65 millions d'euros, on a posé la première pierre en mars 2009. Donc ce n'était pas parce qu'on avait une crise économique qu'on allait arrêter nos projets et on a continué à investir. Et ça, vous avez des ETI aujourd'hui qui sont prêtes, si elles le peuvent, si elles ne sont pas en difficulté, à investir même en période de crise parce qu'elles voient loin. Le plan de relance, Philippe Dornano, quel est votre regard sur la gestion de la crise française par rapport à ce qui se passe en Allemagne, par exemple? Alors, je ne me prononcerai pas sur la gestion sanitaire, qui n'est pas ma spécialité. Bien sûr, non, mais la crise économique, bien sûr. Mais sur la crise économique, la réaction à court terme... En toute franchise. Oui, mais vraiment en toute franchise, il n'y a pas de problème. La réaction à court terme a été très bonne. Le chômage partiel, les PGE, ça a été le soutien aussi à l'assurance crédit qui permettait de continuer à travailler dans une période où les gens pouvaient faire faillite. Ça a été très efficace et bien dimensionné. Et à mon avis, ça a sauvé beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. On aurait pu faire mieux ou pas? Non, pas sur ce sujet-là. Je pense que vraiment, les moyens ont été mis rapidement et ils ont... On a mis trop de moyens?
Non, je ne pense pas non plus qu'on ait mis trop de moyens. La question, simplement pour le gouvernement, parce que c'est un investissement, c'est de savoir jusqu'à quand on met ces moyens en œuvre et quand est-ce qu'il faut les arrêter. Mais je ne pense pas qu'on ait mis trop de moyens. Par contre, la deuxième question, c'est le plan de relance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de sortir le pays d'une crise économique et d'une situation de chômage qui peut être très grave et qui peut avoir un impact. Là, pour la première fois, on n'a pas seulement, comme on fait souvent en France, donné des subventions, donné des aides qui parfois sont utiles quand un secteur est un secteur viable et qu'il est juste touché par la période de confinement. On a pour la première fois essayé de restaurer la compétitivité de l'écosystème français, qui est, il faut le savoir, très dégradé par rapport à l'environnement européen. C'est une chose sur laquelle on adresse depuis de nombreuses années. Pour la première fois, on a baissé les taxes de production, qui sont ces taxes qui pèsent sur le produire et travailler en France et qui pénalise, mais pas seulement depuis la crise, qui pénalise lourdement notre pays puisqu'on a perdu 1 million d'emplois industriels et qu'alors qu'on a un pays créatif, intelligent, travailleur, bien placé dans l'Europe, on fait beaucoup moins bien que les Allemands, on fait beaucoup moins bien que beaucoup de petits pays européens et on a un chômage de masse qu'on a du mal à faire baisser. Ça, pour la première fois, on a baissé ces taxes de production. Alors pas suffisamment, mais on les a baissées substantiellement. Donc il aurait fallu les baisser davantage. Alors, c'est votre coup de gueule du jour. Je pense qu'en tout cas, si on veut recréer du travail en France et de la production en France, protéger nos savoir-faire, il faut avoir un système qui soit raisonnablement aligné sur notre environnement européen, c'est-à-dire des pays qui sont comme nous, qui ont les mêmes pratiques sociales, qui ont les mêmes pratiques de santé, etc. Merci beaucoup Philippe Dornano, on restera là-dessus. Je rappelle que vous êtes le PDG de Sisley. Smart Stories continue. Et c'est Smart Tomorrow. Tout de suite, on va mettre l'accent sur le durable, le Kunchus, le Made in France dans cette deuxième partie d'émission avec Justine Hutto, cofondatrice de Respire. On est ravis de retrouver Justine. Moi aussi. Bonjour et bienvenue Justine. Et Agnès de Cramer, directrice générale de la plateforme Feelingo. Bonjour et bienvenue. Enchantée. Agnès. Alors, on va s'intéresser avec vous, Justine, évidemment à ce marché du naturel. Comment est-ce que finalement Respire s'est positionné, s'est emparé, s'est installé sur ce marché du naturel? Alors, on ne sait pas à proprement parler d'une tendance qu'est le naturel, mais clairement, on s'inscrit dans une mouvance qui est le naturel et on est super content de pouvoir l'accélérer. Alors, pour te faire une confidence, il y a 3 ans, je ne m'intéressais pas du tout à ce que je me mettais sur le corps ou ce que je mangeais. Mais aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie et de mes préoccupations. Et j'ai l'impression que c'est arrivé déjà assez tard. Bon, j'avais 23 ans, donc c'est pas non plus si tard que ça. Mais ça me montre, je trouve que c'est à l'image du grand bouleversement qui est en train de se passer chez les consommateurs aujourd'hui. Et dans la société au sens large. Les mentalités changent très vite. Et d'ailleurs, la naturalité, tu en parlais, c'est une tendance de fond, clairement, de la consommation moderne, mais il y en a plein d'autres, dans lesquels s'inscrivent Respire, mais aussi plein d'autres secteurs et plein d'autres marques, le textile, l'alimentaire. Et j'ai envie, aujourd'hui, de vous parler de 3 tendances de fond, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Agnès, sur l'hôtellerie. Alors le naturel, c'est une prise de conscience générale chez les consommateurs qui souhaitent revenir à ce que la nature offre, à mieux comprendre ce qu'ils consomment au quotidien. Et d'ailleurs, les applications telles que Yuka, finalement, donnent beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui aux consommateurs. Donc Yuka, je précise, qui permet donc de scanner un produit dans un supermarché et de voir si le produit est bon pour la santé, healthy ou non. Exactement, et de décrypter tous les ingrédients qui sont présents dedans. Et alors, chez Respire, ou même dans la cosmétique, ça se traduit par des formulations qui sont minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle, si on va vraiment sur la naturalité, et beaucoup plus de détails pour comprendre les ingrédients qui sont dedans. Mais on n'est pas les seuls en cosmétique, bien sûr, il y en a plein d'autres. Je peux citer par exemple Manucuriste, qui est une marque de vernis naturel. Moi, j'aurais jamais imaginé, franchement, que ça puisse exister un jour. Mais c'est génial. Et sur les autres secteurs, il y a plein d'autres belles marques. Dans l'alimentaire, on a tous les produits qui sont bio, qui sont sans OGM. Sur le textile, j'ai un super exemple que j'ai découvert cette semaine. Le Coq Sportif, qui a lancé sa première chaussure naturelle et végétale. C'est quand même dingue de se dire qu'on peut même avoir des chaussures aujourd'hui qui sont naturelles et végétales. Dans la mouvance de Veja. Exactement, dans la mouvance de Veja, il y a plein d'autres marques finalement dans le textile qui sont déjà là-dessus. Alors ça, c'était la première grande tendance, j'ai envie de dire, le naturel. Et après, il y a aussi l'éco-responsabilité. Alors l'éco-responsabilité, c'est une des grandes tendances de fond, pas seulement pour la santé, mais pour l'environnement. Et les gens sont de plus en plus conscients de la planète, du bien-être animal, de la pollution. Et ça s'applique à tous les secteurs.
Nous, en cosmétique, ça passe par des packagings recyclés, recyclables, rechargeables. On en a déjà parlé plein de fois, mais ça s'inscrit même sur un nouveau moyen de distribution. Par exemple, le circuit vrac. Nous, avec Respire, on vient de découvrir le circuit vrac et on peut enfin vendre nos produits sans avoir de packaging, notre gamme solide sans avoir de packaging autour. Et d'ailleurs, la cosmétique, en fait, on est complètement en retard par rapport à l'alimentation, puisque l'alimentation, il y a déjà plein de grandes enseignes qui distribuent en vrac, sans packaging superflu. Et il y a aussi tous les autres secteurs, donc par exemple le mobilier, je pourrais citer Tipto, qui est une marque de mobilier design qui fait des tables à partir de pots de yaourt, c'est quand même assez fou. Le textile, il y a l'application Vinted qui permet de vendre du seconde main. Donc et ça, c'est l'économie circulaire. Ça cartonne complètement. Et d'ailleurs, j'ai découvert une statistique, en 2028, ils disent que le marché de la seconde main devrait dépasser le marché de la fast fashion. Très rapidement, Justine, un mot très rapide sur le Made in France et on passe à Agnès. Évidemment, alors l'éco-responsabilité est bien sûr synonyme de Made in France, et c'est la troisième tendance dont je voulais parler d'ailleurs. Et le Made in France, ça permet de favoriser la matière, la qualité, les circuits courts, les relations avec nos partenaires, et ça apporte aussi plus de transparence sur la fabrication. C'est devenu beaucoup plus clair pour nous. Et d'ailleurs, le Covid a complètement accéléré cette tendance de fond. Consommer local, mieux comprendre les produits qu'on consomme. Et il y a plein de marques qui font du Made in France aujourd'hui. On peut citer le slip français, c'est quand même le succès du slip 100% français. Les petits culottés ou June dans les couches. Et donc tout ça pour dire qu'on vit une époque qui est géniale. La consommation, c'est comme un vote. Aujourd'hui, le consommateur, il peut décider de la société de demain. Et c'est encore un combat quotidien, bien sûr. Il y a plein de choses à faire pour créer des produits qui auront plus de sens. Mais je trouve que c'est super optimiste. Et donc on va parler de la consommation dans le tourisme et du choix des hôtels. Avec vous, Agnès de Cramer, vous avez co-créé Feelingo en 2019. C'est une démarche, c'est aussi une ambition, la réservation d'hébergement en ligne pour la rendre plus humaine, plus durable et plus transparente. Qu'est-ce qui vous a animé au départ ? On était avant le Covid finalement. Exactement, et le projet est même né bien avant le Covid puisqu'on a commencé à réfléchir à Feelingo il y a maintenant près de 2 ans de ça, puisque ça prend du temps. Justine le sait aussi, on ne lance pas une boîte du jour au lendemain. Donc c'est né d'un constat simple, on est des professionnels du tourisme et on constate que la demande pour une offre d'hébergement, mais également d'activités touristiques durables dans le sens respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes, des communautés, des différences culturelles, est grandissante. Elle est grandissante et à côté de ça, l'offre existe, mais elle est difficilement accessible ou en tout cas mise en lumière. Okay. Et donc partant de ce constat, une demande qui augmente, une offre certes existante mais encore plutôt confidentielle, l'idée est née de créer Feelingo, qui est une plateforme de réservation d'hôtels durables. Est-ce qu'il y a un marché du tourisme durable ? Oui, il y a un marché du tourisme durable. En général, quand on parle de tourisme durable, on parle souvent d'écotourisme, donc directement lié à l'impact environnemental, de tourisme équitable. Ouais. Vous avez sûrement entendu parler de la mouvance. Donc j'aide une communauté, et ça, c'est très proche du commerce équitable. Je m'assure de la juste rémunération des acteurs touristiques. Et le tourisme solidaire, c'est les 3 pendants les plus connus. Voit que ce tourisme durable, il est en pleine expansion. Vous avez des chiffres à nous apporter ? Les croissances sont exponentielles. C'est juste des doublements, en tout cas sur la demande d'hébergement, ce qui est plus mon cœur de métier. C'est vraiment une demande qui double chaque année en Europe, mais également à l'étranger. Oui, c'est international. Qu'est-ce que c'est un hôtel durable, Agnès de Cramer ? Parce que je me suis baladée sur votre site, on trouve dans votre sélection l'hôtel Mercure, par exemple, le Kyriade. Moi, comme ça, je ne me serais pas dit qu'ils étaient durables. Qu'est-ce que c'est un hôtel durable ? Je suis ravie de cette question. Un hôtel durable, c'est un hôtel qui a pris des engagements en faveur du développement durable. Ça peut se manifester de différentes manières, soit par la certification. C'est des engagements tangibles ou c'est juste un... Très concret, sur la gestion des déchets, la gestion de l'eau, de l'énergie, l'éco-conception des bâtiments par exemple. Donc les champs d'application dans l'hôtellerie sont énormes. Et l'hôtel durable chez nous, comment il se caractérise ? C'est principalement des hôtels certifiés. C'est un choix qu'on a fait initialement de s'appuyer sur des certifications existantes. Il y a des certifications comme Green Key, Green Globe, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années dans le tourisme, que le grand public connaît rarement. Et nous, on a choisi de s'appuyer sur leur expertise et leur ancrage aussi local, puisque pour pouvoir s'assurer qu'un hôtel est durable et surtout qu'il amplifie son engagement année après année, il faut être sur place, il faut aller le voir, il faut visiter l'hôtel, il faut l'auditer. On travaille, c'est un travail de rencontre et d'humain, le tourisme. Donc,
on s'appuie sur ces certifications. On va au-delà de ces certifications, puisque comme vous le disiez, Feelingo, c'est une plateforme de réservation aujourd'hui, mais c'est surtout une ambition, c'est de faire grandir les pratiques durables dans le tourisme. Alors ça c'est très bien, mais je reviens quand même à votre business model, une ambition, une démarche, mais vous vous positionnez en concurrent de mastodontes comme Booking ou Expedia. Comment est-ce que vous pouvez exister face à des mastodontes internationaux qui captent, qui avalent 80% du marché? Grâce à vous, j'ai envie de dire déjà. Non, mais c'est une première. C'est important de le préciser. Grâce à des chaînes comme Booking. Même si les hôteliers ont très envie de ne plus travailler avec les Booking & Co. Grâce aux hôteliers et grâce à toute la relation. Oui, mais pour inverser la tendance, ça va prendre des années. Oui et non, dans le sens, Feelingo, comme je vous dis, nous on est incubé, si je peux dire, j'utilise le mot qui est à la mode maintenant, au sein d'un groupe qui a plus de 20 ans d'expérience dans le tourisme. Qui s'appelle Isia Travel, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc les hôteliers, nous on travaille avec eux depuis des dizaines d'années, on les connaît très bien, et avant Booking.com et tous les grands qu'on connaît, on pouvait réserver des hôtels à travers les agences de voyage physiques et classiques, et nous on veut remettre au centre les expertises. Donc avec Feelingo, on crée une communauté de partenaires, d'agences de voyage basées dans les destinations, qui nous permettent de rentrer en contact avec ces hôteliers durables, et ils sont très réceptifs à notre discours. On en reparlera sûrement après, puisqu'on leur propose notamment un mode de rémunération et une collaboration. Donc équitable. Juste sur la rémunération, parce qu'on est très pris par le temps, Booking, on est entre 15 et 20%. 15 et 50%. Oui, enfin 50%, je vous assure. Et on est plutôt autour de 17 avec Booking. C'est ça, exactement. Voilà. 17%, ce sera la commission et donc moyenne. Là, vous, votre commission ? Un abonnement fixe, une commission fixe de 10% plus 2. Je vous expliquerai pourquoi. Alors moi j'ai une question. Est-ce que les hôtels durables, ça va jusqu'à réduire les déchets alimentaires, trouver des cosmétiques d'ailleurs qui sont durables ? Et justement, sur l'aspect cosmétique hygiène, plutôt dans l'hôtellerie, il y a des initiatives qui sont lancées d'une part pour promouvoir les produits d'hygiène éco-certifiés, aussi pour récupérer les produits d'hygiène. On est sur des petits formats en général dans l'hôtellerie. En effet, il y a beaucoup de déchets. Exactement. Ouais. Et donc il y a des associations Je connais Unisoap notamment qui récupère les savons et qui en refait. C'est celle que j'ai en tête aussi, et qui récupère les savons pour rendre l'hygiène plus accessible à des populations défavorisées. C'est pas compliqué, voire complètement insensé de vouloir conjuguer voyage et développement durable quand même à l'heure d'aujourd'hui? Alors avec Feelingo, on croit profondément que le voyage est un vecteur de développement durable. Le voyage est un vecteur d'échange, de partage, de rencontres et de meilleure compréhension de l'autre. C'est aussi un vecteur de pollution quand on prend l'avion. Exactement, mais pas forcément. Puisque en effet, on peut choisir de faire du très long courrier, de prendre l'avion. On peut également choisir de faire du long courrier en train. Je parle notamment de l'Asie, qui est accessible en train. Et avec Feelingo, oui, on peut promouvoir un tourisme national, par exemple, où l'impact des transports est limité. C'est à peu près 30% des émissions carbone d'un voyage. Le transport, l'hébergement, c'est 20 à 30% aussi en fonction du niveau d'hébergement. Et en faisant le choix de l'hébergement durable sur Feelingo, on réduit son impact environnemental en voyageant. Une dernière question, il nous reste 25 secondes. Est-ce qu'il y a des sites comme le vôtre qui émergent déjà à l'étranger et dont vous vous êtes inspiré ? Sous le format de Feelingo, en toute honnêteté, pas que je connaisse, et en tout cas pas avec le niveau technologique qu'on a mis derrière Feelingo. Il y a beaucoup de plateformes. On peut se créer un profil, c'est ça ? Exactement. Pour s'assurer, notre concept, c'est vous proposer moins d'hôtels, mais qui vous correspondent mieux. Donc sur Feelingo, vous vous connectez, vous créez un profil, vous partagez avec nous vos besoins et vos attentes vis-à-vis de l'hébergement. Et Feelingo s'occupe de faire matcher vos attentes avec les hôtels. Et c'est vraiment, j'utilise le mot match, puisqu'il y aura sur chaque fiche hôtel, après votre recherche, un pourcentage de match qui s'indique, vous assurant que l'hôtel que vous allez choisir correspond pleinement à vos attentes. Agnès de Cramer, directrice générale de la plateforme Feelingo, merci d'être venue nous parler de cette plateforme plateau. Merci beaucoup Justine pour cette chronique enlevée. On se retrouve dans 15 jours. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de nouvelles histoires d'entrepreneurs.